Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Le trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire le TOC, neurosciences et neurofeedback. Le trouble obsessionnel compulsif, qu'est-ce que c'est? Le TOC implique des pensées et des comportements envahissants, persistants et répétitifs qui sont exécutés de façon très précise pour neutraliser l'anxiété. Ces comportements constituent des réponses excessives à la situation qu'ils sont supposés neutraliser, ce qui peut les rendre très handicapants. Il s'agit d'un véritable cercle vicieux qui se schématise en 4 phases. Tout d'abord, les individus souffrant d'un TOC ont des pensées obsessionnelles ou des images intrusives survenant de façon involontaire. 2. Elles engendrent souvent une détresse émotionnelle intense, telle la peur, l'anxiété, la culpabilité et la honte. Ces sentiments sont généralement vécus comme étant incontrôlables par la personne qui en souffre. 3. De nombreux individus souffrant d'un TOC éprouvent également un besoin irrépressible, compulsif d'effectuer des rituels mentaux, des actes répétitifs, dans le but de faire cesser les obsessions et de réduire la détresse, tels que le nettoyage, le lavage, la vérification, le comptage ou l'ordre. 4. Ces rituels, ces compulsions soulagent temporairement la détresse et l'anxiété. Il convient d'avoir à l'esprit que l'évolution se fait petit à petit et suit quelque peu le dessin d'une courbe sinusoïdale. Cette évolution implique un processus de renforcement négatif. En effet, l'anxiété ou la détresse est un stimulus désagréable. Le retrait de l'anxiété par la manifestation d'une compulsion renforce la probabilité de réapparition de la compulsion la prochaine fois que le sujet ressentira de nouveau l'anxiété induite par une pensée obsessionnelle. Le cycle est donc renforcé. La première évolution se caractérise par un individu qui se trouve emprisonné par ses troubles, qui lui font perdre souvent énormément de temps au quotidien, et il demeure obnubilé par ses symptômes. Ces compulsions engendrent une très grande souffrance et une angoisse considérable, qui paralyse le reste de son existence. Les TOC conduisent à une profonde fatigue physique et nerveuse. Au fur et à mesure que le cycle d'obsession et de rituel s'intensifie, le TOC interfère de plus en plus avec les soins personnels, la productivité, les relations interpersonnelles et la qualité de vie de la personne qui en souffre. Regardons quelques chiffres. Le TOC ne fait pas de discrimination. Il touche les enfants ou adolescents, les adultes, les hommes, les femmes, ainsi que les membres de différentes origines ethniques et de niveaux socio-économiques variés. Son taux de prévalence est similaire à l'échelle mondiale. Il est de 3%. 65% de jeunes avant l'âge de 25 ans, seulement 15% après l'âge de 35 ans. Il est important de noter que c'est la 4e pathologie mentale la plus fréquente dans le monde et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'a identifiée en 2008 comme une cause principale d'invalidité. Quelles en sont les causes? Différents facteurs sont mis en cause, qu'ils soient génétiques, neurodéveloppementaux ou environnementaux. On observe tout de même qu'entre 50 à 70% de personnes atteintes du TOC développent les symptômes du trouble après un événement particulièrement stressant de leur vie, comme le décès d'un membre de la famille ou la perte d'un emploi. Ce qu'en disent les neurosciences. Des études d'imagerie cérébrale ont montré des patterns d'activité qui diffèrent chez les personnes atteintes du TOC comparés à des sujets normaux. Il semblerait y avoir, par exemple, un problème de communication entre le cortex frontal, qui contrôle les comportements, et les structures plus profondes des noyaux gris centraux, qui contrôlent les habitudes. Ainsi, la connaissance de la circuiterie de ces réseaux permet de montrer que l'anxiété est la conséquence de ce dérèglement et non la cause du TOC. L'électroencéphalographie quantitative, appelée l'EEGQ. Cette technique de neuroimagerie fonctionnelle présente de multiples intérêts. Non seulement elle peut contribuer au diagnostic différentiel,
en précisant s'il s'agit d'une suractivation ou d'une inhibition des réseaux cérébraux impliqués, mais elle peut aussi guider une approche complémentaire, comme la médication ou la thérapie cognitivo-comportementale souvent proposée dans ces situations. Surtout, elle guide le programme de neurofeedback qui vise à réguler le fonctionnement des ondes cérébrales. Ainsi, lors de chaque séance d'entraînement cérébral, le neurothérapeute encadre et encourage la personne à réussir cet entraînement. D'une part en guidant cet apprentissage par conditionnement opérant, puis de façon à ce qu'il soit exécuté de façon consciente et volontaire. Au fil des séances, le EEG quantitatif permet de mesurer et de comparer les effets positifs de l'entraînement sur les comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment durables. Pour trouver un professionnel proche de chez vous, vous pouvez consulter l'annuaire des membres sur notre site www.institut.neurosciences.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les nombreuses applications du neurofeedback basées sur l'EEG quantitatif.